Partie Europe, monde, Europe, on descend tout doucement. Ça va. À part la fondation Bertelsmann, quel groupe ou think tank influence les lois et les décisions de la politique européenne? Vous avez European Roundtable, l'ERT qui a été créé dans les années 80 et qui a joué un rôle décisif dans la création de l'euro. Et entre autres, c'est l'ERT dirigé par les grandes multinationales et joue un rôle quand on a les grandes, quand vous avez un système, l'ERT, qui est financé par les grandes multinationales, autant vous dire que les fins de mois, il n'y a pas de problème. Ouais, et ils ont, par exemple, pour la création de l'euro, ils ont joué un rôle décisif. L'ERT, vous avez aussi, l'équivalent du CFR européen. Le CFR américain a été créé en 1920-21. Le CFR, European Council on Foreign Relations, a été créé en 2007. Et on y trouve George Soros, évidemment, Christian Krent, Joschka Fischer. On y trouve aussi le ministre allemand des Finances qui s'appelle Gutenberg. Donc on voit, et puis on trouve aussi Andrew Duff. Andrew Duff, c'est un député anglais au Parlement européen qui a joué un rôle décisif dans la relance du projet de constitution européenne. Et donc en fond, on voit qu'il y a ces groupes qui jouent un rôle absolument décisif pour faire avancer l'idéal mondialiste de la cité globale, ou la cité des hommes, pour reprendre une expression maçonnique, qu'utilisait malheureusement le pape Jean-Paul II en 1982 lorsqu'il a reçu une délégation trilatérale. Il fallait réussir à mettre en place la cité de l'homme, ce qui explique au fait qu'il ait reçu aussi le prix Charlemagne en 2004, qui est la plus haute distinction européiste, au même titre que Simone Veil ou Jean Monnet, ce qui est absolument anormal. Mais comme Kissinger qui a reçu le prix Nobel de la paix. Et Kissinger aussi qui a reçu le prix Charlemagne. Mais qu'est-ce que vous voulez, depuis Vatican II, l'Église s'est fondue dans les forces mondialistes. D'après vous, quels seront les moyens de pression utilisés pour faire changer d'avis les Irlandais sur le traité de Lisbonne et quelles conséquences la ratification du traité aura-t-il? Alors, ils doivent revoter, c'est ça, ils doivent revoter donc le 2 octobre. Ils ont dit non en juin 2008, et vous savez, la dictature bruxelloise fait que un peuple est bien que lorsqu'il vote en conformité aux directives bruxelloises. Donc, finalement, les Irlandais ont l'audace de dire non en juin 2008, ils doivent revoter en 2 octobre 2009. Une chose est sûre, s'ils votent oui, eh bien c'est banco, la Commission européenne. S'ils votent non, c'est ça. Ils trouveront un moyen pour faire passer en oui, quoi. Oui, ils trouveront un moyen, mais les Irlandais paieront cher avec une crise économique aggravée. Vous savez, c'est la méthode que les... vous suivez ou... Les Irlandais au XIXe siècle ont fui l'Irlande dans la maladie de la pomme de terre, une crise économique qui fait que on crève le pays de telle manière que les gens, écrasés par la souffrance parce qu'il y a un tel désordre, un tel chômage, eh bien, sont beaucoup plus manipulables. Et ne puissent pas se relever. Voilà, il suffit de taper. Vous savez, la politique de la schlag, elle a malheureusement des vertus. Schlagen, frapper. Quand on a un président qui se considère comme un étranger dans son propre pays, bon, c'est sûr que c'est. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il prenne des directives en faveur du peuple non plus. Quoi, hein. C'est vrai que ces gens-là sont pris qui parlent par certains lobbies, en tout cas, pas par Nicolas Sarkozy est un agent du système. Il n'y a pas photo, il est acquis à une cause. C'est l'agent Smith. Ce qui n'est pas du tout celle de la résistance nationale. Non, c'est vrai. Et entre autres, je pense à son fameux discours de septembre 2006 à la Fondation franco-américaine à New York, Fondation franco-américaine qui œuvre au rapprochement entre l'Europe et l'Amérique via la France et les États-Unis, et qui est un organisme antinational. Et Sarkozy a prononcé un discours parce que, je vais dire, il épouse les idées de ces gens-là, mais ces idées-là sont antinationales. Par exemple, pour faire carrière, on va dire, dans les médias, par exemple, un jeune qui a envie de faire carrière dans les médias, ce genre de groupe est intéressant. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des jeunes qui, comme nous, arrivons dans cette société où on a le choix entre collaborer au final ou être des résistants? Parce que on a deux choix. On peut, c'est des personnes qui ont le potentiel de faire des études, ou du moins qui ont une certaine intelligence pour arriver à grimper des échelons, etc. On peut le faire, mais si on prend tout de suite des questions de conscience, si on prend une question de conscience dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, cette question-là est revenue, les questions de conscience, c'est-à-dire pour qui je travaille,
À quoi ça sert? Bon, quel avenir pour des jeunes aujourd'hui qui ont envie de faire une carrière parce qu'ils ont des parents qui leur poussent à ça, mais en même temps ils se disent bon, il y a des choses qui sont bon. Alors, c'est ça qui est quelle terrible. position? La voie est de plus en plus étroite, ce qui fait que on arrive sur un marché du travail qui est déjà imposé, on n'a pas de fonds pour pouvoir commencer son entreprise. Et on est dépendant de gens dont on ne partage pas les idées. Voilà. Alors il faut faire avec les moyens du bord, essayer de jongler avec différents paramètres. Et puis quand on arrive à trouver une porte de secours, de la prendre. Mais je ne jetterai jamais la pierre à ceux qui sont engagés dans certaines entreprises et qui ne partagent pas ces idées. Parce que quand il faut faire bouillir la marmite, qu'est-ce que vous voulez, le système il est très très fort. La communication, peut-être, ça peut être une solution. Que les gens se rencontrent, parlent, parce qu'on est enfermé dans des... La communication, ils sont tenus. Par exemple, je vous citais la Fondation franco-américaine. Eh bien, les principaux journalistes de la Fondation franco-américaine, du côté de France, sont membres des Young Leaders. Et pour être Young Leaders, il faut passer un concours, une sélection vraiment drastique. Eh bien, les principaux journalistes en font partie. Je cite quelques-uns. Christine Ockrent, qui elle-même fait partie de l'ESFR, donc les Young Leaders. Il y a aussi Jean-Marie Colombani, l'ancien du Monde, Laurent Geoffrin, Eric Israelevich. Vous avez la liste alors? Il y a toute une liste dans mon livre La Marche résistique. Avec ça, évidemment, vous avez des hommes politiques de gauche et de droite, socialistes. Il y a le siècle également qui a bien joué. Le siècle, oui. Mais par exemple, pour la liste des Young Leaders, vous avez donc Pierre Moscovici, mais vous avez de l'autre côté Valérie Pécresse. Vous avez même Nicolas Dupont-Aignan qui est Young Leader. Qui était au siècle. Voilà, donc tout ça, c'est un micmac. Ils font tous partie de la même boutique. Voilà. Il faut le savoir. C'est vrai, savoir et jongler avec et faire avec. Question suivante. Donc, quelles sont vos craintes pour l'Europe suite aux élections de 2009? Les élections européennes, ouais. Bon, il y a eu 60% d'abstention. Donc il y a l'UMP qui est passé. Premier ministre François Fillon s'est vanté des 20%, des 20% sur les 40% qui ont été votés. Donc si on ramène ça, ça fait aux alentours de 10%. Voilà, donc Et la montée de Cohn-Bendit aussi, enfin tout ça. Quoi. Alors, première remarque pour vous. Vous savez, c'est dans la logique des choses. La logique des choses, vous savez, c'est comme un cancer. Le type qui a des problèmes respiratoires, il va voir un médecin qui, après étude et analyse, apprend à la personne en question qu'elle est atteinte d'un cancer. Vous êtes condamné, monsieur, il vous reste 3 ans à vivre, 2 ans à vivre, etc. La personne va vivre, mais au fur et à mesure qu'elle se rapproche de l'échéance, la situation s'aggrave. Il n'y a rien d'anormal. Elle était malade, 6 mois plus tard elle est encore plus malade, 6 mois après encore plus malade, etc. Puis à un moment donné, entre 4 planches. Je vais dire, l'Europe est un corps métastasé qui va devenir un prurit absolument immonde. Il n'y a rien d'étonnant, c'est comme ça pourrit. Et pour les Cohn-Bendit et consorts, vous savez, le parti vert est à la pointe de l'idéologie mondialiste, et Cohn-Bendit en fait partie, dans ce sens qu'il a pour mission de détruire tous les fondamentaux de la tradition classique française et européenne. C'est du marketing écologique, quoi. Oh, c'est plus que ça. Plus que ça? C'est ça, entre autres. Mais lui et ses sbires veulent mettre en place une Europe débarrassée de toute sa civilisation classique. Tout ce qui fait la marque de la civilisation européenne et faire de l'Europe un lieu indifférencié. Voilà. C'est un destructeur, comme Bendit. Un destructeur, et c'est un homme qui est, évidemment, j'espère qu'il aura des comptes à rendre un jour. Alors peut-être dans l'au-delà, mais si sur Terre il pouvait avoir des comptes à rendre, ce sera encore mieux. On n'a pas entendu beaucoup déjà depuis l'élection.